Nous continuons donc la seconde partie. On parlait du Tchad qui célèbre ses 60 ans d'indépendance avec son premier maréchal. Donc je le disais, le Tchad, 60 ans d'indépendance. Déby, arrivé au pouvoir en 90, donc plus de 20 ans. Il a eu tout le temps nécessaire pour faire, en tout cas pour montrer ses preuves. Mais quand on regarde le Tchad d'aujourd'hui, il n'y a rien d'enviable. Oui, je tenais à dire un mot sur le sujet. Et la question est de savoir si en 20 ans, on peut développer un pays. Je crois non. Parce que surtout, avec le cas d'espèce, le cas du Tchad, il faut considérer que Déby était arrivé au pouvoir dans un Tchad en pleine déliquescence. Ça lui fait 30 ans, pas 20 ans. Donc, avec ce qui... oui, ça fait 30 ans, 30 ans de pouvoir. Oui, s'il va jusqu'au bout du mandat actuel. En tout cas, il fait déjà 30 ans, parce qu'il est arrivé en 90, donc ça fait 30 ans. Oui, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Même 30 ans, on ajoute 10 à 20, ça fait 30. Je crois que il faut considérer la situation hantée. Sinon, la situation qui prévalait lorsque Déby accédait à la magistrature suprême, le Tchad, en tant que pays, n'existait pas. Le Tchad était un pays comme la Somalie d'aujourd'hui, où le gouvernement n'a la maîtrise que sur 6% ou bien même 5% du territoire, contre les Chebabs qui disposaient du reste. Donc le Tchad était à l'époque un pays qui n'existait pas, un pays déliquescent, un pays qui ressemblait plutôt à un no man's land, et la stabilité, c'est Déby qui l'a apporté au Tchad. Maintenant, la question est de savoir, à défaut du développement, est-ce qu'il a au moins la bonne foi? Est-ce qu'il montre au moins les dispositions d'un homme qui a envie de faire développer le Tchad? Je crois que la question se pose de cette façon, et tu l'as posée justement. Sur ce point, je voudrais dire que le Déby aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Tchad, avec la façon dont il s'agrippe au pouvoir, on a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur, tout simplement. Il a montré de bonnes dispositions au départ, mais aujourd'hui, 30 ans après, on a constaté qu'il n'a pas été à la hauteur de la taille. C'est vrai que sur le plan militaire, il a eu à remporter, sur le plan sécurité, il doit dire, il a eu à remporter des succès, mais sécurité, d'accord, mais les Tchadiens ont besoin de manger à leur faim. Les Tchadiens ont besoin de se développer, d'aller à l'école, d'avoir une bonne situation sanitaire, etc. Et ça, je ne crois pas que Déby a pu l'apporter au peuple tchadien. Mais voilà que, peut-être que s'il disait qu'en 30 ans, il peut partir, quelqu'un d'autre viendrait prendre la main et essayer aussi de faire voilà son expérience. Mais on ne sait pas si au bout de 30 ans, s'il va faire 35 ans, 40 ans, 45 ans. Aujourd'hui, on n'est pas optimiste face à ce que Déby développe comme potentialité. Voilà, à défaut au moins de ne pas, à défaut d'indépendance, à défaut du développement, si au moins il a des dispositions qui montrent au Tchad, qui disent aux Tchadiens qu'ils peuvent espérer, parce que voici le plan qu'ils comptent développer. Aujourd'hui, devant, il n'y a rien. On n'a rien pratiquement devant, alors que lui dit qu'il est devenu maréchal, mais aujourd'hui c'est 80% du PIB tchadien fondé sur la manne pétrolière. Or, cette ressource-là n'est pas inépuisable. Ils n'ont pas développé l'agriculture, ils n'ont pas développé l'élevage. Les bases du développement du Tchad aujourd'hui n'est pas toujours posée, et le Déby se comporte comme quelqu'un qui est un supplétif de Macron ou des présidents français. Il n'est là que pour servir de paravent. On ne voit pas très bien ce qu'il fait sur le plan économique. Voilà. D'autant plus que sous Déby, c'est vrai, quand il est arrivé au pouvoir en 90, il avait suscité beaucoup l'espoir, puisqu'il remplaçait un certain Hissène Habré, dont on connaît les dispositions du sanguinaire. Il a suscité beaucoup d'espoir, mais aujourd'hui c'est de l'espoir déçu, parce que sous Déby, il y a eu le pétrole dont parlait Chris tout à l'heure. On ne sent pas que le Tchad a du pétrole aujourd'hui. L'économie tchadienne n'est pas diversifiée. Les Tchadiens, à plus de 80%, vivent en deçà du seuil de pauvreté. Et ça, il y a un problème. Oui, il n'y a pas eu une continuité de l'État. Quand bien même c'est la même personne qui est restée depuis 90, et les choix n'étaient pas bien faits. Par exemple, le Tchad ne peut pas totalement abandonner l'agriculture
et l'agriculture, quand on dit l'agriculture, le sol, et puis l'élevage, et ça donnait uniquement, comment l'appelle-t-on, à la manne pétrolière, dont vous ne maîtrisez pas les cours et les prix. Et donc, et c'est ça. Donc, il a fauché les fondamentaux de l'économie. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, pendant longtemps, sous Houphouët-Boigny, jusqu'à même l'arrivée de Ouattara, l'agriculture a toujours été au centre du développement de la Côte d'Ivoire. Et lui, il dit, pendant 30 ans, il ne pouvait rien faire. Mais lorsque vous prenez, par exemple, Ouattara qui est arrivé et qui est en train de boucler qui a bouclé son deuxième mandat, mais qui veut s'accrocher. Mais quand vous voyez, il a posé des bases qui montrent qu'il y a une certaine continuité de construction d'un pays. Tout comme le Ghana, quand vous voyez tous les plans, c'est-à-dire que depuis Nkrumah, il y a des perspectives. Voilà, ont été mises en œuvre. Mais qu'est-ce qu'il dira, lui qui a fait 30 ans, qu'est-ce qu'il dira de Kagame, qui est sorti d'une guerre il y a quelques années et qui devient même l'exemple de toute l'Afrique. Tout le monde dit aller au Rwanda et voir. Donc pratiquement il est demeuré un paresseux. Je ne sais pas, peut-être qu'il a cru qu'il avait tout fait pour son pays, alors que rien du tout. C'est là où l'indice de pauvreté est encore très très criard. Et la misère, les infrastructures, l'électricité, l'eau c'est de l'eau et autres. Donc aujourd'hui, il était général. Aujourd'hui, il est fait maréchal. Il y a une constitution, je crois, qui lui permet de briguer notre mandat, de continuer, même peut-être bien avant ça. Il sera parce qu'il dit que c'est son parti politique, n'est-ce pas, qui décide de son avenir. Donc, il sera peut-être frais. Les partisans vont lui demander de devenir un roi ou bien un empereur, et c'est fini. Donc, il transforme le pays en chose, en royauté, et il va rester jusqu'à sa mort. Donc, voilà, vous avez les gens qui pouvaient travailler à côté. Il dit que les gens disent 30 ans, ce n'est pas beaucoup, ou bien le pays était défoncé. Mais il y a moins de 30 ans, les gens sont sortis de la guerre et qui ont fait leur preuve. Et à côté, des gens qui ont prouvé que lorsque on maintient les fondamentaux du pays, on maintient une continuité de l'État, on peut émerger. Alors, devant Déby, quand on le compare à quelqu'un comme Kagame, donc on comprend que c'est aussi un problème de leadership qui se pose. Mais moi, je voudrais aussi aborder un autre aspect, et c'est peut-être sur cela que beaucoup tapent pour dire que le bilan de Déby n'est pas si mauvais, c'est le plan sécuritaire. Mais quand vous regardez dans le Tchad d'aujourd'hui, vous avez des conflits communautaires, vous avez éleveurs et agriculteurs qui s'opposent et qui font des dizaines de morts chaque mois. Ça, il ne faut pas l'oublier. Déby, c'est un militaire, il ne réussit pas non plus sur le plan sécuritaire. Oui, mais et on n'en parle pas assez. Je crois que c'est un angle mort en ce qui concerne l'actualité au Tchad, parce que le défi sécuritaire existe sur deux plans. Il y a le plan interne, c'est-à-dire les affrontements intercommunautaires, et aussi Déby face à la question Boko Haram. Et je crois que face au terrorisme, il a eu à remporter des batailles, je dois dire décisives, décisives parce que oui, ce qui voilà, et Déby, parce que c'est un chef de guerre, quelqu'un qui connaît le terrain, quelqu'un qui a pratiqué le terrain comme chef de guerre. Il sait se comporter face à Boko Haram, et il travaille avec des combattants déterminés et qui sont des soldats du sable, qui connaissent le terrain et qui savent aller de l'avant, qui sont des gens très courageux. Sur ce plan-là, d'accord, Déby a fait de bonnes choses, de bonnes choses, et c'est d'ailleurs pourquoi il est dans les petits papiers de la France. Vous vous rappelez quand son neveu avait été parti
Russie avait levé des bataillons partant de la Libye pour venir, il allait renvoyer Déby du pouvoir si les Français n'étaient pas intervenus pour stopper cette colonne-là. C'est ça aussi toute la question. Vous soulevez cela très bien, c'est que vous avez quelqu'un qu'on présente comme un chef de guerre qui a réussi à construire une armée dont l'armée à elle seule n'est pas capable de s'opposer à des incursions. Oui, justement. Vous rappelez, il y a l'époque de son neveu, mais il y a eu aussi l'époque de l'Arche de Zoé, où il y a eu des colonnes qui venaient, et la France a dû lui dire, tu libères les gens de l'Arche de Zoé et on sauve ton fauteuil. Les gens étaient aux portes de N'Djamena. Moi, je veux voir cette armée-là, je ne sais pas à quoi elle ressemble, hein. On la présente comme... Justement, c'est-à-dire que c'est une armée qui est efficace contre Boko Haram, parce que, vous savez, Boko Haram, ce ne sont pas des gens aussi très organisés, parce que c'est des gens qui racolent un peu, qui n'ont pas le même armement que ceux qui partaient, parce que pour s'armer, il leur difficile de s'armer, et vous comprenez que c'est des gens qui ne sont présents nulle part, qui n'ont de base nulle part, et dont la base de repli généralement se trouve dans des lieux inaccessibles, difficiles d'accès pour eux aussi. Et le paradoxe, tu l'as si bien dit, c'est que Défi est sans doute uniquement efficace face à Boko Haram, mais si on déplaçait le problème sur le plan des affrontements intercommunautaires, même face à ces rebelles qui viennent généralement de la Libye, il perd toute efficacité et il a dû à plusieurs reprises, je crois à 2 reprises au moins, faire intervenir la France qui lui a sauvé la mise. Donc vous voyez que lorsqu'on dit que Déby peut être efficace face à Boko Haram, cela soulève un paradoxe. En même temps, il n'est pas très efficace lorsqu'il est question de ceux qui en veulent à son pouvoir, et ce n'est que par la France qu'il se maintient. Et ça, on peut le dire clairement, parce que c'est une réalité, c'est une triste réalité, mais au moins Déby, en jouant de la France, a pu au moins sauver une forme de stabilité aux Tchadiens, mais en principe, il devrait faire en sorte que cette stabilité-là profite au moins sur le plan économique, et c'est là le deuxième paradoxe. Il a au moins un semblant de stabilité pendant 30 ans, et pourtant pendant ces 30 ans-là, il n'a pas pu poser les bases du développement, le minimum de base de développement, et cela étonne du moment où il a au moins entre-temps cette manne pétrolière qui aurait pu lui permettre de poser les bases de l'économie, de faire progresser les macros au moins de l'économie. On ne l'a pas aujourd'hui. La situation est restée statique en ce qui concerne la pauvreté, sur tous les plans, mais lorsqu'on le compare par exemple au Rwanda, où Kagame a pu quand même, sortant d'une guerre, je voudrais dire sur ce plan-là qu'il ne s'agit pas quand même du même contexte. Vous savez très bien que lorsque Kagame était sorti de cet affrontement avec son prédécesseur, il a bénéficié de la compassion de la communauté internationale qui a drainé vers ce pays-là de façon massive des capitaux qui ont aidé Kagame. Mais c'est que Kagame, sachant que les ressources sont rares, a pu au moins gérer de la meilleure façon cette ressource-là dans l'intérêt des Rwandais, parce que Kagame n'a pas créé des paradis fiscaux où il a caché de l'argent, etc. Au moins sur ce plan, Kagame était un homme de guerre, mais un homme de guerre soucieux quand même des intérêts de son pays. Francisco. Oui, mais quand vous parlez chose de Kagame qui a su gérer, ben, les autres, ils ont contribué à alimenter la corruption et autres, et à faire évader de l'argent. Donc, ils sont même plus riches que les fonctionnaires de l'ONU, sinon parfois FMI, plus que leur pays, même français à qui étendent la main. Moi, et quand vous prenez dès le départ, Déby, bien sûr, est arrivé dans des conditions difficiles, a posé les diagnostics au départ par rapport aux conflits intercommunautaires. Mais qu'est-ce qui doit résoudre ça? C'est la distribution disons plus ou moins équitable des ressources nationales. Il y a l'or, tout ça là qui sont exploités, mais vous n'investissez pas dans vos localités et pour améliorer l'élevage, et que l'élevage est obligé, le bétail est obligé encore d'aller détruire les plantations des autres. Ça ne peut que toujours faire les conflits intercommunautaires. Et quand je vois la gouvernance dans nos pays, je compare ça par exemple à des étudiants, à un étudiant qui sont
dans le système LMD. LMD, l'étudiant est là, c'est comme le chef de l'État, c'est comme ça ils se comportent, et jusqu'à la fin de leur mandat, et même jusqu'à la fin où ils ne devaient plus postuler, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de matières qu'ils n'ont pas éliminées, et ils veulent forcément sauver, n'est-ce pas, leur cursus, alors qu'ils vont de dégringolade en dégringolade, parce qu'ils ont atteint un certain niveau. Après 10 ans de pouvoir, c'est beaucoup. Et 15 ans, c'est encore jusqu'à 30 ans. Et voir des gens qui ne sont plus dans le contexte, par exemple, des nouveaux médias, d'accord, et des technologies de l'information, de la communication. Quand vous prenez aujourd'hui, il est bien par rapport à Boko Haram, c'est parce que c'est l'Occident qui est à la source de l'information, qui leur donne les indices d'aller sur le terrain, d'aller ici et là. C'est pourquoi ils disent qu'ils sont efficaces. Mais sur le terrain, là où leur propre communauté s'affronte, ils n'ont pas les moyens de regarder et de voir en amont pour pouvoir agir et empêcher ces affrontements. Donc voilà ce que ressemblent nos États. Et malheureusement, tous sont dans la même dynamique de mourir au pouvoir. Alors, s'il faut souhaiter aujourd'hui quelque chose, non seulement au Tchad, mais à tous ces 17 pays, ce serait quoi? C'est que le défi économique est un défi pressant et on ne se développe pas en naviguant à vue. Il faut, c'est pas des calculs, c'est pas les statistiques, c'est pas une volonté politique. Il faut que ceux qui sont au pouvoir décident, décident de mourir un peu pour renaître dans les jeunes, pour renaître dans l'avenir. C'est-à-dire que lorsqu'on est au pouvoir, c'est parce que on est un peu plus, on est plus futé que le commun du mortel. On ne vient pas au pouvoir par hasard. Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de se dire que le développement, c'est les calculs, le développement, c'est les statistiques, c'est un plan. Sans ça, je crois qu'on ne peut pas se développer. Non, moi, pour leur souhaiter, je souhaiterais qu'on puisse fabriquer peut-être un jour une puce électronique anti-cumul des mandats, parce que aujourd'hui on se rend compte que c'est la roublardise partout. Les gens qui ont fait beaucoup d'années au pouvoir, toute une nation des millions de personnes, et qu'on dise qu'on ne trouve pas un remplaçant et qu'on est seul à diriger jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est une comédie qu'il faut arrêter, et que les cadres des partis, je dis les cadres des partis politiques, que ce soit au pouvoir ou comment l'appelle-t-on, dans l'opposition, doivent désormais se faire valoir pour qu'on ne nous dise plus des conneries comme ça. Le Mali, c'est notre second sujet. Le Mali, où des milliers de personnes ont à nouveau manifesté mardi 11 août à Bamako pour réclamer le départ du président Ibeka, malgré les appels à la négociation pour trouver une issue concertée à la crise qui ébranle le pays, ni les appels au dialogue de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ni la pluie n'auront découragé les opposants. Ils étaient encore des milliers à s'être rassemblés au son de Vuvuzela, à place de l'Indépendance, au centre de Bamako. 2 mois après le début des manifestations, le mot d'ordre reste le même. Notre objectif est la démission d'Ibeka et de son régime, selon Issa Kaoudjim, le coordonnateur de la plateforme de soutien à l'imam Diko. Francisco, au Mali, donc, les jours se suivent et se ressemblent. Ça fait déjà 2 mois qu'on est entré véritablement dans cette crise avec des manifestations. Il y a eu mort d'hommes. Le bout du tunnel, on ne le voit pas encore. Oui, le Mali, je commence par comprendre les gens qui disent que le Mali n'est pas comme les autres, les Maliens ne sont pas comme les autres peuples. C'est des gens qui tiennent, et c'est très important parce que nos pays commencent par, sinon totalement viré dans le, comment l'appelle-t-on, dans une mare à crocodile, et on est là, on regarde. C'est les peuples qui doivent être éveillés. Les Maliens, ils tiennent. Ils tiennent parce que, je l'avais déjà dit, que ce qu'on reproche à Ibeka et qui doit aller à sa démission et qu'il réclame, c'est qu'il a trahi le peuple. Il a trahi le peuple en ce sens que quand vous voyez les élections fraudées, quand vous voyez les détournements,
le comportement de son fils qui vient aussi se mettre au cœur de l'État. Et puis, personne n'en parle. Il y a un problème. Il y a Soumaïla Cissé qui a été kidnappé par on ne sait quel groupe terroriste. Et jusqu'ici, personne n'en parle. Même la CEDEAO, parce que Soumaïla Cissé, ce n'est pas n'importe qui. Ça fait partie également des revendications de la plateforme. Et personne n'en parle. On dit il faut que, comme la CEDEAO était partie à ses cheveux, et ils ont tenté de calmer un peu les choses, mais les populations tiennent. Les populations tiennent et ils doivent tenir jusqu'au bout parce que on n'a pas besoin des dirigeants comme ça. Les dirigeants, ils sont venus pour diriger un pays, pour sortir le pays des problèmes. Depuis qu'il est venu, les problèmes de terrorisme et Boko Haram, tout ça là sont restés intacts. Hein. Le pays est toujours divisé en deux, n'a pas la maîtrise de la totale, de la totalité du pays. Donc, qu'est-ce qu'il fout encore à la tête du pays s'il ne peut pas résoudre les problèmes pour lesquels il est arrivé au pouvoir? Le gros reproche qu'on fait aussi à l'opposition malienne, c'est de dire IBK dégage, mais de ne présenter aucune véritable solution de sortie de crise. C'est très difficile de prouver par A plus B que le départ d'IBK est la solution. Oui, contrairement à ce que mon ami Francis pense, c'est que lorsque c'est vrai que IBK a été en deçà des aspirations du peuple malien, mais aujourd'hui, lorsque l'opposition demande la démission de IBK, l'opposition compte remplacer le président par qui et de quelle façon. Je crois que la meilleure façon si est-ce que les gens arrivent au pouvoir, il vaudrait mieux que ce soit par élection parce que les mêmes produits, les mêmes causes produisant les mêmes effets dans les mêmes conditions, comme on le dit généralement, si aujourd'hui ceux qui viennent au pouvoir par les urnes, on les fait partir par la rue, je crois que cela peut se répéter et là on verse dans un spirale qui n'arrange pas forcément les choses. Moi, ce que je pense à propos de la crise malienne, c'est que les opposants sont allés un peu trop loin parce que lorsque vous êtes en crise, vous êtes dans une crise avec le parti adverse, je veux dire parti politique adverse, qui est le parti de IBK qui est au pouvoir. Si la voie de la discussion s'ouvre, je crois qu'il faut mettre à profit cette discussion-là pour avancer un peu quand même vers une solution. Mais ce qu'on constate par exemple au Mali, c'est que à un moment donné, l'opposition a demandé des discussions, est entrée en discussion, mais aujourd'hui, nous ne voyons pas très bien de quelle façon, à quelle solution ces discussions-là ont abouti et nous sommes retournés à la situation antérieure. Ce qui suppose que tout ce que la CEDEAO a pu faire et qui en principe pouvait aider à avoir une approche salutaire pour régler la crise, on n'a finalement rien eu. Donc, cela voudra dire que l'opposition, à mon sens, a été un peu trop extrémiste et l'opposition aurait pu saisir l'approche de la CEDEAO pour avancer, quitte à revenir encore pour demander un peu plus. Moi, ce que je reproche généralement à ces opposants-là, qui demandent tout à la fois, au lieu d'avancer par étapes, il aurait pu avancer par étapes, obtenir d'abord la situation que la CEDEAO a proposée et ensuite voir si cela répond à la situation et peut-être en demander encore davantage. C'est ce que moi j'appelle évoluer par saut de puce, mais évoluer quand même. Mais aujourd'hui, on constate qu'ils reprennent encore la rue, mais qu'est-ce qu'ils proposent? Et je crois que c'est la question qui est posée. Qu'est-ce que les opposants proposent concrètement pour régler la situation de crise? Je l'avais dit ici,
s'ils veulent avoir le pot du Premier ministre, c'est à eux de le dire clairement et faire des propositions et peut-être faire valoir cette proposition-là au regard du peuple qui apprécie. Mais aujourd'hui, on demande à IBK de partir, mais remplacer IBK par qui et de quelle façon? Je crois que la question reste... Je pense qu'il y a les mécanismes constitutionnels. S'il démissionne, la Cour constitutionnelle constate la vacance du pouvoir. Non, la Cour constitutionnelle n'existe pratiquement plus. Oui, ils viennent d'installer, et comment l'appelle-t-on? Hier, une nouvelle Cour constitutionnelle. Avant-hier. Oui, mais écoutez, quand vous prenez même les propositions de la CEDEAO, que les gens ont foulé aux pieds, c'est-à-dire vous prenez le parti présidentiel, où on a dénombré, c'est-à-dire au moins pour une fois, la CEDEAO est arrivée à dénombrer qu'il y a des mal élus et qui a demandé à ce que les élections. Voilà, ces personnes-là démissionnent pour que, comment l'appelle-t-on, on puisse organiser de nouvelles élections à leur place, mais ils ont refusé. Ils ont refusé, c'est-à-dire qu'ils ont posé la condition. Non, le président lui l'a accepté. Oui, le président a accepté, mais voilà l'indiscipline de, comment l'appelle-t-on, des gens de son parti qui ont dit non. On ne démissionne pas. Si nous démissionnons, que la demande de leur démission est anticonstitutionnelle. Voilà. Et ils estiment que s'ils vont démissionner, ils vont partir avec IBK. Donc, vous voyez qu'il y a un jeu qui malsain qui est en train de se dérouler. Au lieu de demander carrément qu'ils annulent, disons, cette élection législative et qu'ils réorganisent une nouvelle élection plus transparente, voilà ce qui est en train de se passer. Donc, la CEDEAO n'est pas allée proposer une solution. La CEDEAO est partie au secours d'un camarade qui a des difficultés. Donc, ils ont essayé pendant quelques jours de faire calmer la tension. Les gens ont essayé de respecter en disant nous allons fêter la Tabaski, après la période de Tabaski, on reprend. Ils ont cru que peut-être que ça allait ressembler à ce qu'ils ont fait ailleurs, mais ici les manières tiennent à leur... Donc si IBK démissionne aujourd'hui, ce n'est pas avant sa démission qu'il faut mettre quelqu'un, mais c'est à sa démission qu'on constate la vacance du pouvoir. Et lorsqu'on constate la vacance du pouvoir, le processus est lancé. Et là, les gens... Je crois qu'ils ont déjà essayé cette façon de procéder. Ça n'a pas... Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le Mali vit une situation exceptionnelle, sinon une situation spéciale. Une situation spéciale en ce sens que le défi sécuritaire là-bas est énorme. Oui, malgré la crise. Oui, malgré la crise, aujourd'hui, lorsqu'on dit par exemple qu'il faut reprendre toute l'élection, vous n'êtes pas législative, vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans le processus de cette élection que le premier opposant a été kidnappé, ce qui veut dire que organiser même des élections au Mali aujourd'hui dans des situations qu'on sait tient d'un défi énorme et que peut-être que si la CEDEAO propose qu'on restreignait seulement le champ de la polémique à ces 31 députés là qu'on doit remplacer. Je crois que c'est une proposition de raison en ce sens que c'est l'élection ou bien la désignation de ces 31 députés là qui agrègent les ressentiments au niveau de la rue, qui demandent, parce que ça a été même la demande de l'opposition, qu'on reprenait, que ces gens-là démissionnaient et que de nouvelles élections soient organisées. Et je crois que IBK a accédé à ces demandes. Moi, à mon sens, lorsque ces députés-là, qui sont des mal élus, mais qui voulaient faire de la résistance ou bien verser dans une polémique en demandant que leur éviction est anticonstitutionnelle, dans ce cas, il faut qu'ils partent avec le président IBK. C'est qu'ils font seulement ils donnent de la polémique inutile. Et à mon sens, l'opposition devait laisser le soin à IBK, au président, de voir de quelle façon de régler ce problème, parce que ça devient un problème de IBK en ce moment, parce que ce sont les gens de son parti qui refusaient de démissionner. Est-ce que ça vous étonne? Le fait de refuser, il résiste, il tire encore le calendrier le long. Comme ailleurs, on a demandé aux gens dans les séries de démissionner, ils ont laissé jusqu'au dernier moment où ils ont démissionné pour que les autres ne puissent pas siéger. Est-ce que vous voyez? Mais ça démontre, lorsque l'opposition conteste IBK et qu'on demande la CEDEAO même, qui est le parrain, est parti demander à ce que la trentaine de députés démissionnent et que la trentaine de députés refusent, ça veut dire que IBK même est contesté dans son camp.
Donc ça veut dire qu'il doit partir, il n'est pas bien placé. On va aller à la pause maintenant, c'est la grande pause et on revient après le journal.